Alors bonsoir tout le monde dans ce nouveau live. Bon, avant de commencer le live, ou bien avant même pas de penser à faire ce live, je posais la question, quel serait-il, quel est l'intitulé que je vais choisir? Alors j'ai cherché dans mon cerveau euh, pas mal d'intitulés qui arrivent comme ça spontanément. Mais je me suis dit, on est dans les journées de l'Eid al-Adha chez nous les musulmans. Alors j'ai vu comment on a égorgé notre mouton. Alors j'ai vu le sang un peu partout. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire... bon, vous connaissez tous que le sang, il vient des grosses artères qu'on appelle les artères carotides. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire... ou bien avant ça, le débit sanguin, il est très important. Le sang, le volume du sang, il est très important. Le mouton, il éjecte beaucoup de sang, hein, d'accord. Et alors je me suis dit, pourquoi, pourquoi pas faire un coup d'œil ou une petite révision ou un petit rappel concernant la vascularisation cérébrale. Oui, c'était toujours compliqué pour moi. Je ne sais pas, est-ce que c'est compliqué pour vous ou non? Bon, bien sûr, on ne va pas entamer toute la vascularisation cérébrale, sinon on va rester 4 jours ici. Euh, Aussi, on ne va pas entamer la physiologie, on ne va pas entamer les pathologies parce que c'est encore dur, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé de faire un petit rappel anatomique concernant la vascularisation cérébrale. Et ça vous aidait énormément. Bon, il paraît que c'est inutile, bon, je sais pas. Il paraît que c'est pas utile, mais en réalité, c'est très important pour nous, les réanimateurs, pour tous les médecins. Pourquoi? Parce qu'en général, une pathologie qui touche ces artères, ça veut dire des grosses pathologies, ça veut dire un grand problème qui va arriver, d'accord? Les différentes pathologies, les AVC, ischémiques, hémorragiques, tous commencer par ici, d'accord? Alors, bien sûr, on ne va pas retarder, ça sera pas vraiment compliqué, alors restez concentrés avec nous. Alors, toute l'histoire commence à partir de la crosse aortique, d'accord? La crosse aortique, c'est quoi? C'est la partie courbée, d'accord, de l'aorte. On a l'aorte, elle sort à partir de quoi? Là, il sort de quoi? Elle sort du ventricule gauche. On sait tous ça, d'accord. Le ventricule gauche, ça donne l'aorte ascendant, d'accord. L'aorte ascendant, voilà. Puis arrive la crosse aortique, d'accord. Puis l'aorte descendante et toute l'histoire, d'accord. Alors, les artères cérébrales, ou bien avant de parler des artères cérébrales, si vous avez un malade qui présente un accident vasculaire cérébral, ischémique surtout, et ça marchait très bien, votre malade il est bien et tout, votre médecin demande ce qu'on appelle une échodoppler, une Doppler des troncs supraortiques. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça finalement? Quand on dit des troncs supraortiques, ça veut dire les artères qui se trouvent ou qui naissent à partir de la crosse aortique. C'est pour ça qu'on dit le tronc supraortique. Alors, on a trois artères. On a trois artères qui naissent à partir de la crosse aortique. On a l'artère ou le tronc brachiocéphalique. D'accord? Concentrez avec moi, c'est important. On a l'artère carotide commune. D'accord? Je vais utiliser les abréviations parce que écrire, ce sera un peu difficile et un peu compliqué. Et on a, de l'autre côté, on a l'artère sous-clavière gauche. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bon, c'est l'anatomie pure, hein. Je veux dire, ça ne nécessite pas grande chose. Il faut juste suivre. D'accord? Alors, on a l'artère, on a la crosse aortique, voilà, le tronc brachiocéphalique, d'accord? L'artère carotide commune gauche, j'ai oublié gauche, et on a de l'autre côté l'artère sous-clavière gauche. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, ce tronc brachiocéphalique, ça donne naissance deux artères, grosses artères bien sûr. L'artère carotide commune droite, d'accord, et donne l'artère sous-clavière droite, d'accord. Alors on a l'artère sous-clavière droite et on a l'artère sous-clavière gauche, d'accord, c'est simple.
Alors, on a ici, on va les individualiser bien sûr, les deux artères carotides communes. J'insiste sur le mot commune. Les artères carotides communes gauche et l'artère carotide commune droite. Quand on dit commune, ça veut dire ça va donner naissance de deux branches après. Alors, il faudra, ça donne deux artères, bien sûr, la naissance de deux grosses artères, ou bien une grosse artère et une petite artère. La grosse artère, c'est l'artère carotide droite, d'accord? Et la petite, interne, j'ai oublié interne, c'est important. Et la petite artère, elle s'appelle l'artère carotide externe droite, d'accord? Alors, c'est l'artère carotide interne droite et l'artère carotide externe droite. L'artère carotide externe droite, elle est petite. Ou bien l'artère carotide externe, elle est petite par rapport à l'artère carotide interne. D'accord? Alors, le côté droit, bon, ça c'est gauche. Bon, je m'excuse pour tromper. Ça c'est gauche, bien sûr. Ça c'est gauche. Et ça c'est droit. D'accord? Ça c'est la partie gauche, ça c'est la partie droite. Alors, ça donne ici l'artère carotide externe droite et l'artère carotide externe droite. Ah, interne plutôt. Oh, je commence à... c'est moi qui est un peu désorienté. Et vous? Alors, on a ici l'artère carotide interne droite et l'artère carotide interne gauche. Est-ce que c'est clair? Alors, si on parle un petit peu d'irrigation, alors, bon, on va voir, ça va donner quoi les deux artères carotides internes. Finalement, c'est quand on égorge notre mouton, soit bien sûr, si on est très haut, on va couper ici. Si on est très bas, veut dire en général, nous on égorge notre mouton au-dessous du larynx. Alors, en général, on coupe ces deux artères, veut dire les artères carotides primitives ou bien communes, droite et gauche. D'accord? Et bien sûr, ça sert à quoi? À rapidement, bien sûr, le mouton il va faire rapidement un état de choc hémorragique, il va décider, bien sûr, hein, c'est la règle, hein, d'accord? C'est pas quelque chose de méchant. Ok? Alors, on va le manger après. sinon, on va pas manger du viande, non? Alors, on concentre maintenant sur les deux artères carotides internes, droite et gauche. On va parler après des artères carotides externes. Alors, ça c'est d'une partie. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, à partir des artères sous-clavières droite et l'artère sous-clavière gauche, on a la naissance des petites artères. Bon, pas vraiment petites, d'accord? Mais sont des petits par rapport aux artères carotides. Il arrive ici. Ça s'appelle comment ces artères? Je pense que vous connaissez ça. Ça s'appelle les artères vertébrales. D'accord? Alors, les artères vertébrales gauche et l'artère vertébrale droite, ils naissent à partir de l'artère sous-clavière, pas de l'artère carotide commune. D'accord? Excellent. Alors, dans la partie antérieure du cou, c'est le pouls qu'on le touche quand on essaye de voir est-ce que le patient est vivant ou bien mourant. On touche l'artère carotide interne pour voir le pouls. D'accord? Et on ne peut pas toucher les deux artères vertébrales. Pourquoi? Parce que les deux artères carotides internes se trouvent à l'antérieur, la partie antérieure du cou, d'accord? Et plutôt plus ou moins latérale. Et les deux artères vertébrales, elles se trouvent pratiquement dans le côlon vertébral. Elles se trouvent en postérieur. D'accord? Alors, elles se trouvent où? Et s'acheminent où? Si vous vous rappelez, le vertèbre, on a le vertèbre, il est comme ça. Dans le vertèbre, on a des trous, d'accord? Qui s'appellent le foramen transversaire, d'accord? Alors, ce foramen transversaire, c'est un trou qui se trouve dans le vertèbre, à gauche et à droite. Alors, ces deux artères vertébrales, elles s'acheminent dans ces trous. Et parce qu'on a vertèbre sur vertèbre sur vertèbre, ça donne, ou là, ça va créer comme c'est un canal, d'accord? Qui s'appelle un canal transversaire, d'accord? C'est dans le trou, il s'appelle foramen transversaire,
D'accord? Alors, les deux artères vertébrales, et s'acheminent dans ces deux canaux, là, ces deux canaux transversaires. D'accord? En postérieur, bien sûr. Alors, les artères commencent, bien sûr, ou la continuer leur trajet. Alors, jusqu'à arriver à la base du crâne. D'accord? Ça, c'est la base du crâne, si on peut dire. D'accord? Ça, c'est le cou. D'accord? Et ça, c'est la base du crâne. Alors, la base du crâne, on va voir une réunion de ces quatre artères. D'accord? Pour créer quoi? Pour donner quoi? Pour donner le fameux polygone de Willis. D'accord? Alors, le polygone de Willis, bon, imaginez que les deux artères arrivent. Hein, d'accord? Alors, le polygone de Willis, il est formé de quoi? Alors, il est formé des artères carotides. D'accord? Voilà les artères carotides. Il arrive, les artères carotides internes. D'accord? Voilà les deux artères carotides internes. Voilà, et sort ici par exemple. D'accord? Voilà, elle est là. D'accord? Et les deux artères vertébrales postérieures, regarde, il arrive comme ça. D'accord? Il arrive comme ça. Et se réunit pour donner ce qu'on appelle le tronc basilaire. D'accord? Alors, ces deux artères vertébrales vont se réunir pour donner une seule artère, d'accord, qui s'appelle le tronc basilaire. D'accord? Alors, ça c'est en postérieur, hein, d'accord? Et voilà, ça c'est en postérieur. D'accord? Ça se trouve en postérieur. D'accord? Et ça, c'est les deux artères carotides, comme on a déjà dit, se trouvent en antérieur. D'accord? Alors, cette artère ce tronc, ce qu'on appelle le tronc basilaire, d'accord? Le tronc basilaire, il va se réunir avec les deux artères carotides internes pour donner ce qu'on appelle le polygone de Willis. D'accord? Alors, regardez le polygone de Willis. Comment il est fait, ou là, comment il est. D'accord? On va voir maintenant. D'accord? Voilà. Ça s'appelle le polygone de Willis. D'accord? Les deux artères carotides arrivent et s'arrêtent ici. Les deux artères carotides arrivent et s'arrêtent ici. Les deux artères vertébrales, bon, c'est l'artère carotide gauche, les artères carotides internes droite, c'est l'artère carotide interne gauche, les artères vertébrales, le tronc basilaire, et voilà notre polygone de Willis. Alors, il se trouve à la base du crâne. Ce polygone de Willis, bien sûr, il sert à quoi? Il est très important, ce polygone de Willis. Imaginons, par exemple, que j'ai un obstacle ici, d'accord, d'irrigation sanguine. Alors, qui va irriguer toute une partie du cerveau? D'accord? Alors, il est bloqué ici, le sang. Alors, c'est ce circuit, ou ce cercle, qui va assurer une irrigation, d'accord, importante, malgré qu'on a un obstacle ici. Si on a un obstacle ici, cette partie du cerveau, elle est toujours irriguée, d'accord, parce que le polygone de Willis, il assure une irrigation, d'accord, il a plusieurs sources du sang, d'accord, il a plusieurs sources du sang. Alors, c'est pour cette raison, le cerveau, il ne voit pas ce qu'on appelle un arrêt complet, bien sûr, ou un obstacle ou l'irrigation sanguine de certains territoires. Bien sûr, on peut trouver ça de ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral, mais on va voir comment. Mais ça veut dire quoi? Si j'ai un problème ici, par exemple dans l'artère carotide gauche, j'ai le polygone de Willis, hein, qui va assurer une irrigation. D'accord? Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, il suffit juste de nous poser des questions après. Comme si, voilà, je vais vous donner un petit exemple. J'ai par exemple une maison. D'accord? J'ai 4 fenêtres. D'accord? Excellent. Alors, la 4e fenêtre, elle est fermée. Alors, l'aération de la chambre, elle est toujours assurée par les trois fenêtres. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme si une zone commune, elle a plusieurs sources.
D'accord? C'est la même chose pour le polygone de Willis. D'accord? Alors, excellent. Alors, à partir de polygone de Willis, elle se trouve dans la base du crâne. Il y aura, bien sûr, il y aura des branches, d'accord, qui vont vasculariser le cerveau. D'accord? Et il est très important de connaître ces branches parce que, ou bien ces ramifications, c'est comprendre la localisation de ces ramifications et va vous aider, bien sûr, à, par exemple, si vous avez reçu un patient qui présente une hémiplégie droite ou bien gauche, vous pouvez savoir le côté touché ou bien l'artère touchée à partir de l'anatomie. D'accord? Bien sûr, avant de faire le scanner. Hein. Alors, voilà le polygone de Willis. Alors, de cette partie, veut dire pratiquement, on peut dire que c'est une continuité de l'artère carotide interne. Mais bien sûr, elle ne va pas garder la même dénomination. On a une branche qui s'appelle, et c'est la plus importante, c'est l'artère cérébrale moyenne, ou bien l'artère sylvienne. D'accord? C'est l'artère pratiquement le plus gros. Pourquoi? Parce qu'il irrigue pratiquement tout un hémisphère. Alors, s'il est touché, il y aura vraiment un grand dégât dans votre cerveau. Je veux dire, si l'obstacle se trouve ici, ici il y a un problème. Il n'y a pas un polygone de Willis qui va assurer il n'y a pas un autre polygone de Willis qui va assurer une irrigation supplémentaire. D'accord? Ou une irrigation d'urgence. Non. Si l'artère elle est bloquée ici, finalement, votre malade va faire un accident vasculaire cérébral et malheureusement étendu. D'accord? Parce que l'artère cérébrale moyenne, on a le gauche et on a le droite, et pratiquement il irrigue toute la partie, tout un hémisphère. Et se divise en deux branches, l'artère cérébrale profonde et l'artère cérébrale moyenne profonde, et l'artère cérébrale moyenne profonde et l'artère cérébrale moyenne superficielle. L'artère cérébrale moyenne superficielle, il irrigue pratiquement la partie corticale du cerveau. Par contre, l'artère cérébrale moyenne profonde, il irrigue les parties profondes du cerveau, par exemple le noyau coudé, putamen, les éléments qui se trouvent, le gyrus, les différents noyaux, les noyaux coudés, d'accord, les parties profondes du cerveau sont irriguées par l'artère cérébrale moyenne profonde. Et on a l'autre côté, bien sûr, l'artère cérébrale moyenne superficielle qui irrigue le cortex cérébral. D'accord? Si le superficiel est touché, on va constater une paralysie. D'accord? Si le profond il va toucher, on va voir bien sûr une pathologie qui touche les noyaux coudés, le système central du cerveau, ou bien le système limbique, et ça va donner un trouble du comportement et tout, trouble du mémoire, et toute une histoire. D'accord? Toute une histoire plutôt. D'accord? Alors, c'est la plus grosse artère. Alors, elle est très importante qu'elle ne sera pas bloquée. D'accord? Parce que si elle est bouchée, les dégâts seront très graves. D'accord? On a l'artère. Alors, si vous recevez un jour un scanner qui parle AVC ischémique constitué aigu par atteinte ou par obstacle ou bien par une thrombose sur l'artère cérébrale moyenne, n'attendez pas grand-chose de votre patient. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous levez la main, mais c'est pas vraiment facile après. D'accord? Et on a de l'autre côté, bien sûr, la partie droite, et ça, c'est la partie gauche. D'accord? Alors, bien sûr, on a des artères communicantes entre, bien sûr, qui forment ce polygone. On a des artères qui s'appellent les artères communicantes. Alors, on a ici l'artère qui communique entre le début de l'artère sylvienne et le tronc basilaire s'appelle l'artère communicante postérieure. D'accord? Voilà, c'est l'artère communicante postérieure. Et l'artère qui communique les deux artères, voilà, ces deux artères s'appellent les artères cérébrales antérieures. Les artères cérébrales antérieures, en général, ils irriguent la partie frontale du cerveau. D'accord? Alors, si vous avez un obstacle ici, d'accord, il y aura ce qu'on appelle un syndrome frontal. Le syndrome frontal veut dire votre patient va présenter un trouble du comportement, il va être agité et tout. D'accord? Alors, l'artère qui communique les deux artères cérébrales antérieures s'appelle simple l'artère cérébrale, l'artère communicante antérieure. D'accord? Excellent.
On a de l'autre côté une artère, bien sûr, qui sort pratiquement du tronc cérébral ou du tronc basilaire, d'accord, qui s'appelle, bien sûr, l'artère cérébrale postérieure. Il irrigue quoi? Il irrigue la partie postérieure du cerveau, d'accord, l'occiput, la région qui contrôle la vision et tout, d'accord. Et à partir de ce tronc basilaire, on a des ramifications. Des ramifications à partir du tronc basilaire. Ils font quoi? Bien sûr, ils irriguent hein, le cervelet et ils irriguent bien sûr le cervelet. D'accord? Le cervelet. D'accord. Ok? Ce sont des ramifications, bien des branches qui sortent du tronc basilaire. Alors, si vous avez un obstacle ici, d'accord? Alors, il y aura quoi? Il y aura bien sûr pas d'irrigation des artères de ces ramifications. Et ça va donner bien sûr un problème hein, dans le tronc cérébral et dans le cervelet. Et c'est aussi dangereux. D'accord? Bon, quand on dit un obstacle, veut dire sur ces ramifications. D'accord? C'est des artères qui irriguent le tronc cérébral. Bien sûr, elles sortent où? Elles sortent à partir du tronc basilaire. Et il irrigue quoi encore? Il irrigue le cervelet. D'accord? Si on a un problème ici, un obstacle ici, et quand on dit obstacle, ça veut dire un AVC ischémique. D'accord? Un autre problème, ça peut être bien sûr un hématome. D'accord? Ou là, une explosion de cette artère. Ça va donner quoi? Une lésion qui touche le tronc cérébral et c'est très grave. Ou bien le cervelet au degré très moindre. D'accord? Excellent. Alors, on a l'artère cérébrale moyenne qui irrigue pratiquement l'hémisphère gauche. L'artère cérébrale moyenne droite qui irrigue l'hémisphère droite. Les deux artères cérébrales antérieures irriguent la partie frontale. L'artère cérébrale postérieure, il irrigue la partie postérieure du cerveau. Le tronc basilaire et ses ramifications, il irrigue bien sûr le tronc cérébral et le cervelet. Bon, j'ai pas parlé, on a une petite artère qui naît à partir de l'artère cérébrale moyenne, qui s'appelle l'artère ophtalmique, d'accord? L'artère qui irrigue les deux yeux et tout, les deux yeux et tout. Et bien sûr, on ne va pas détailler les très petites ramifications artères, sinon on va rester 3 jours ici. D'accord? Alors, l'objectif de cette vascularisation, ou bien comprendre toute cette vascularisation, il sert à quoi? Ou bien apprendre et comprendre aussi. Hein. Ça sert à quoi? Ça sert à comprendre le jour où votre malade présente un tableau clinique en faveur d'un AVC, soit ischémique, soit hémorragique. Tu peux savoir ou bien tu peux deviner l'artère touchée avant de faire même le scanner. D'accord? À partir de quoi? Bien sûr, à partir de certains symptômes, bien sûr, cliniques. Une hémiplégie droite. Une hémiplégie droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pratiquement, c'est l'artère cérébrale moyenne gauche qui est touchée. D'accord? Alors, si votre maladie présente un trouble du comportement, oui, ça peut être l'artère cérébrale moyen profonde, hein, d'accord? Veut dire, ça ne veut pas dire toujours que je dois voir une paralysie, d'accord? Et on a des patients malchanceux qui présentent des petites lacunes. Quand on dit des petites lacunes, des petites thromboses qui touchent les petites artères. Bon, finalement, c'est un aspect, c'est un type d'accident vasculaire. Ces petites artères bouchées, bien sûr, ça donne une clinique ou une clinique concordante qui se manifeste pas avec hémiplégie tout. Par contre, après, elle se manifeste pratiquement par un trouble du comportement très grave. Le patient n'est pas là, il n'est pas coopérant, comme si c'est une vie comme ça, comme si c'est un malade son cerveau, d'accord, son cerveau, d'accord, cerveau, d'accord, son cerveau. Est-ce que c'est clair, mes amis? Bon, je sais bien que c'est un peu flou, hein, tout ce trabiche-là, mais je pense que si vous étiez avec moi, si vous avez concentré avec moi, je pense que bien sûr, vous avez pu apprendre à la limite quelques notions. Alors, on a oublié les deux artères, les deux petites artères cérébrales, les deux petites artères carotides externes. Alors, finalement, ces deux petites artères carotides externes, ça donne des branches qui irriguent, bien sûr, la thyroïde, parce que la thyroïde, on est dans le cou, d'accord? Elle donne des branches qui irriguent larynx et pharynx, et ça va finir par
une artère connue, hein, quand vous mettez votre doigt près de votre oreille, bien sûr la partie interne, et vous palpez bien, vous allez bien sûr ressentir ce qu'on appelle un pouls, d'accord? C'est le pouls de l'artère temporale, d'accord? Alors cette artère carotide externe va finir par ce qu'on appelle l'artère temporale. L'artère temporale, elle irrigue toute une partie bien sûr du face et bien sûr de la cuir chevélure, d'accord? Alors ça c'est ce qu'on appelle le système artériel. Quand on dit système artériel ou le système vasculaire, on a le système artériel et de l'autre côté, on a le système veineux. D'accord? Alors, pour le système veineux, on va pas, bien sûr, on va pas aggraver, on va pas parler beaucoup concernant ça. Mais sachez-vous une chose, que les veines, bon, normalement, on revient. L'artère, elle ramène le sang vers le cerveau, Et les veines, elles récupèrent du sang du cerveau vers, bien sûr, le cœur. Et quel cœur? Bien sûr, le cœur droit. D'accord? Et quelle est la veine qui ramène le sang vers le cœur droit? Bien sûr, c'est simple, c'est la veine cave supérieure. D'accord? Alors, la veine cave supérieure, elle reçoit du sang de deux veines, de deux grosses veines. Une veine qui s'appelle la veine innominée gauche et la veine innominée droite. Elle s'appelle comme ça, une veine innominée. Ce sont des deux grosses veines. D'accord? Alors, ces deux veines, bien sûr, sont une veine communicante de deux autres veines. D'accord? Ces deux veines, d'accord, on a la veine jugulaire interne droite et la veine sous-clavière droite. Ça, c'est très important pour nous les réanimateurs, pour poser bien sûr, ou bien pour mettre un cathé veineux central. D'accord? Alors, la veine innominée droite, je ne dis pas donne naissance, parce que finalement, c'est les deux veines sous-clavière et veine jugulaire interne. La réunion de ces deux veines donne la veine innominée droite. D'accord? Et de l'autre côté, bien sûr, c'est la même chose. On a la veine cave, ou la veine sous-clavière droite, à gauche plutôt, et on a la veine, bien sûr, jugulaire interne. D'accord? Ce que vous voyez sur votre cou, c'est la veine jugulaire externe. D'accord? C'est pas... Et, bon, finalement, c'est pas la veine jugulaire interne, c'est la veine jugulaire commune. Je m'excuse. C'est la veine jugulaire commune, d'accord? Alors, c'est la veine jugulaire commune qui donne naissance de deux veines, d'accord? La veine jugulaire externe et la veine jugulaire interne, d'accord? Voilà. Alors, c'est la veine jugulaire interne et la veine jugulaire externe. Ça, c'est droite. Et ça, c'est gauche. Est-ce que c'est clair? Ce qu'on pique, nous, comme réanimateur, on pique l'artère, la veine jugulaire interne. Soit droite, soit gauche, bien sûr, on peut mettre un cathé veineux central. Ou bien on pique ici, la veine sous-clavière droite ou bien gauche. D'accord? Par contre, ce que vous voyez sur votre cou, bien sûr, à côté, elle est visible, avec la veine visible, c'est la veine. Non, apparemment, je me trompe, je m'excuse. Je m'excuse. Je me trompais. Je me trompais? Oui ou non? Bon, finalement, donne naissance, ce qui donne naissance, c'est la veine. Voilà, finalement, j'ai trompé. Vous voyez, hein? J'ai pas concentré. Finalement, ça donne une seule veine. Finalement, j'avais raison à la première fois. Moi, j'ai insisté. D'accord? Alors, on a la veine jugulaire interne, c'est la veine jugulaire interne, finalement. Bon, on va régler ça. On va aller ici, voilà. Ça donne la veine jugulaire interne gauche et la veine jugulaire interne droite. D'accord? Et la veine jugulaire externe, bien sûr, elle sort de la veine sous-clavière. C'est ça qui m'a trompé. Je veux dire, c'est la veine jugulaire, c'est la veine sous-clavière qui donne naissance de la veine jugulaire externe. D'accord?
Voilà. Alors, c'est la veine sous-clavière droite et gauche qui donne naissance de la veine jugulaire externe. Je m'excuse pour l'erreur. D'accord? Alors, on a la veine cave supérieure, donne la naissance de deux veines, grosses veines, veine ignominie droite, veine ignominie gauche. Et bien sûr, ça va donner la naissance de deux veines, c'est la veine jugulaire interne droite et la veine jugulaire interne gauche. Et bien sûr, la veine sous-clavière droite et la veine sous-clavière gauche. Et aussi, bien sûr, la sortie des veines jugulaires externes, c'est pas à partir de la veine jugulaire interne comme les artères. Non, c'est à partir de la veine sous-clavière. D'accord? C'est important ça, hein? D'accord? Je m'excuse. Alors, on a les deux veines. Ces deux grosses veines, les veines jugulaires internes, c'est les veines qu'on pique, bien sûr, pour mettre un caté veineux central. En général, on pique, ou bien la veine jugulaire externe, elle est considérée comme une veine périphérique, hein, d'accord? Parce qu'elle est petite, d'accord? Et il y a un risque, bien sûr. Bon, vous pouvez, bien sûr, faire un caté central à partir de ça, mais dans les littératures, pratiquement, on n'a jamais fait ça, d'accord? On fait toujours soit l'interne, parce que sont de gros calibres, d'accord? Par contre, le jugulaire externe, elle est de petit calibre, de petit calibre, d'accord? Alors, on a les veines jugulaires internes et les veines jugulaires externes. Alors, les veines, il arrive ce qu'on appelle dans la base du crâne, d'accord? Et dans la base du crâne, maintenant, tourner, comme si on va voir, comme ça, on voit le patient en avant, d'accord? Si on remonte ici, on va voir le patient maintenant latéralement, d'accord? Alors, ces deux veines, elles vont donner naissance à ce qu'on appelle des sinus, c'est-à-dire les veines à l'intérieur du cerveau, cerveau, j'ai un problème avec le E, dans ce qu'on appelle le sinus sigmoïde. Voilà, le sinus sigmoïde parce qu'il a la forme sigmoïde, d'accord? Bien sûr, gauche et droite, d'accord? Et, bon, on va prendre, voilà. Bon, regarde comme il tourne, d'accord? Je veux dire, maintenant, on va voir le patient latéralement, d'accord? Comme si, voilà le cerveau. Voilà. On voit le malade latéralement maintenant, d'accord? Et comme si c'est la veine jugulaire gauche et la droite, elle est de l'autre côté, d'accord? Alors, il arrive, d'accord? Ça donne le sinus, bien sûr, sigmoïde. Ils vont se réunir, bien sûr, pour donner une grosse veine qui s'appelle la sinus sagittale, d'accord? Et la sinus sagittale, elle donne naissance, ou bien la continuité de cette sinus sagittale, ce qu'on appelle la sinus transversale. Bon, plutôt ça, c'est le sinus transversal, et ça, le sinus sagittal. D'accord? Ce sont des veines, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas important de ce mot sinus et tout, d'accord? Et on a la naissance, bien sûr, d'un sinus droite, d'accord? Et on a ce qu'on appelle ici, hein, une partie des veines, ou une ramification des veines, bien sûr, qui arrive de ce côté-là. Finalement, c'est un réseau, hein, d'accord? On a un réseau concentré des veines qui s'appelle sinus ethmoïdal, d'accord? Alors, pourquoi j'ai parlé de la circulation veineuse cérébrale? La circulation veineuse cérébrale, elle est le siège d'une pathologie qui s'appelle la thrombose veineuse cérébrale. D'accord? Et la thrombose veineuse cérébrale, elle n'est pas aussi rare. Hein? D'accord? Moi, personnellement, quand j'étais un généraliste, j'ai jamais entendu de ce mot, thrombose veineuse cérébrale. Bon, elle fait partie des maladies thromboemboliques. La thrombose veineuse cérébrale, c'est une maladie comme l'embolie pulmonaire, comme la thrombose veineuse profonde. Hein. C'est une maladie qui touche les veines, d'accord? Veut dire, vous avez une thrombose, d'accord, qui va former dans ces veines, d'accord? Et donne une pathologie, bien sûr, qui s'appelle la thrombose veineuse cérébrale, d'accord? Et parce que ces veines, bien sûr, elles récupèrent le sang, bien sûr, des territoires cérébraux. Si vous avez un problème sur ces veines, ou là, un obstacle sur ces veines, bien sûr, le retentissement sur ce territoire cérébral, on va constater une pathologie qui touche ce territoire, bien sûr, cérébral. D'accord? Oui, j'arrive.